Aujourd'hui, on va lire un petit peu un article de Nicolas Bérubé, journaliste à la presse depuis plus de 17 ans, qui a écrit 2 livres fort intéressants sur les investissements. Donc le premier, c'est Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, et le deuxième, c'est De zéro à millionnaire, donc une méthode pour investir en bourse le plus simplement possible. Donc les liens sont en description, et on va analyser un petit peu ce qu'il a écrit par rapport à ses 15 leçons, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il est sur les marchés financiers, et il écrit de manière hebdomadaire des articles à la presse, donc c'est quelqu'un qui est très reconnu dans son milieu, qui a une expertise là-dessus, et on va voir ça maintenant, parce que je trouve ça vraiment fort intéressant de vous partager ça, surtout si vous êtes en France par exemple. C'est quelqu'un qui est très accessible et qui est très facile à lire, donc on peut très bien comprendre ce qu'il dit, donc on va voir ça maintenant. Donc au début de son article, il explique, donc je cite: « Avant ça, j'avais bien quelques placements au rendement atroce dans un REER poussiéreux géré par une compagnie d'assurance, mais comme la plupart des Québécois, je croyais que les marchés financiers étaient trop compliqués, trop incertains et trop risqués pour que j'y place mes précieux sous. » Et ça, c'est quelque chose de super intéressant dans son article, parce que la plupart du temps, les gens qui comprennent rien, franchement, à l'argent et au placement, ils vont faire confiance aveuglément à des compagnies, à des professionnels. Donc ça, je ne peux pas remettre en doute ce genre de choses, mais en général, faites attention, essayez de faire vos devoirs là-dessus un maximum, parce qu'il y en a plein qui vont par exemple signer en bas un contrat parce que un professionnel dans quelconque milieu vont dire des choses hyper complexes à expliquer pour prouver justement qu'ils ont une expertise à ce sujet-là. Mais ce qui va parler au fur et à mesure de l'article et dans ses livres, c'est que la gestion indicielle et la gestion passive gagnent ou répliquent le marché de manière générale, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que tout le monde peut le faire si on a un tout petit peu de littératie financière, juste de manière autonome, et ça on va voir plus tard dans l'article. Et donc il explique que 15 ans c'est long, oui et non, c'est assez pour commettre des erreurs, se trouver nono, recommencer plus intelligemment et en avoir tiré quelques leçons. Et ça c'est vrai, c'est quand vous allez commencer à investir, vous allez faire des erreurs. Vous allez peut-être écouter des personnes en disant je vais vous promettre des rendements mirobolants, etc. Vous allez suivre parce que en général, on a de la dopamine, de l'adrénaline, on veut de l'argent rapidement, on veut être riche tout de suite. Et lui, ce qu'il explique, 15 ans, ça peut être long, mais avec les intérêts composés, vous pouvez gagner vraiment sur le long terme. Donc si vous fermez les yeux, vous placez encore une fois de manière passive et automatisée, vous n'avez rien besoin de faire de plus, juste suivre un petit peu vos placements, peut-être aux 6 mois ou tous les mois, comme vous voulez, mais vous allez faire des erreurs, forcément, j'en ai fait beaucoup, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui, je fais encore des erreurs, mais je trouve que mes rendements sont quand même très intéressants aujourd'hui. J'arrive quasiment à battre le marché, mais là, c'était sur une année, par exemple, mais l'année prochaine, on n'est pas garant de ça. Donc la première leçon qu'il dit dans son article, c'est: n'essayez pas de prévoir la direction du marché à court terme, personne ne sait le faire. Et ça, c'est super important, parce que la fluctuation à court terme, c'est imprévisible, on ne le sait pas. Même les experts le disaient. Il y avait, par exemple, il y a 2 ans, un économiste super réputé au Québec qui disait « Attention, ça va être l'apocalypse, on va connaître un bear market qui va vraiment tout passer sur son passage et ça va être une catastrophe ». Et finalement, pendant 2 ans, les marchés ont explosé. Donc toutes les personnes qui ont vendu leur position en pensant que ça allait être une catastrophe, finalement, ils ont raté vraiment un rallye bullish sur le marché boursier de manière générale, et ils ont perdu énormément de rendement. Donc il y a des études qui expliquent que si vous ratez les 5 meilleures journées de la bourse, vous avez un rendement qui est beaucoup plus faible sur le long terme. Donc faites attention à ça. Donc si vous êtes convaincu que ça va crasher, faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille vraiment de continuer à investir sur le long terme. La deuxième leçon, c'est le meilleur moment pour investir et lorsqu'on a l'argent pour le faire, et ça, on va revenir sur un concept de base. Une fois que vous avez votre fonds d'urgence qui est fait, si vous avez fait votre budget et que vous avez un peu d'argent de côté à investir parce que vous pensez que l'investissement, c'est une bonne avenue pour bâtir votre patrimoine, faites-le tout de suite, même avec des petites sommes. Ça sert à rien d'attendre d'être riche, parce que c'est pas le cas. Les riches, ils ont déjà investi depuis longtemps, mais moi j'ai commencé avec un petit capital, comme tout le monde qui commence. Commencer avec des dizaines de dollars ou des dizaines d'euros, ça va vraiment être bien sur le long terme. Et comme il dit, attendre avant d'investir est aussi logique qu'attendre avant de respirer. Donc
Ne pensez pas que vous allez attendre que le marché va tomber pour investir. C'est ce qui était expliqué un peu plus haut. On ne peut pas prévoir le marché. Faites ça maintenant. Ce n'est pas un conseil financier, mais vous verrez sur le long terme, ça devrait aller. Vous allez vous expérimenter sur le sujet. Essayez d'investir le plus tôt possible. Troisième leçon, l'actualité ne vous rendra pas riche. Et ça, c'est vrai. On va prendre l'exemple des crypto-monnaies. À partir du moment où les actualités, les médias traditionnels commencent à parler de crypto-monnaies, c'est pas qu'il est trop tard déjà pour investir, mais vous avez manqué une grosse partie du bateau. Donc les gens qui sont devenus millionnaires, milliardaires grâce au Bitcoin, ils ont investi depuis une dizaine d'années. Peut-être en 2013 quand ça a commencé. Moi j'ai des amis qui ont investi depuis 2016-2017. J'avais commencé à investir en 2017 et je me souvenais, plus personne parlait du Bitcoin quand il s'est écrasé pendant pas mal d'années, de 2018 à 2020, 2021. Et là, bizarrement, j'ai revu dans l'actualité, je me souvenais en novembre 2021, que le Bitcoin avait atteint un sommet record et je pense que c'était 60 000 $ canadiens. Et là, je me suis dit, oh ok, je vais revoir mes Bitcoins, j'avais fait un profit et j'ai revendu parce que pendant 2 ans, j'étais en perte. C'est pas que je n'y crois pas, mais je préférais investir en bourse à cette époque-là. Et donc, ne pensez pas que l'actualité va vous faire paraître le fait que vous allez devenir riche si vous commencez à investir dans quelque chose. En général, quand la presse en parle, ça veut dire que on est en phase de maturité, je dirais ça comme ça, c'est mon propre point de vue. Donc comme on dit, c'est acheter la rumeur et vendez la nouvelle, donc buy the rumor and sell the news. Donc c'est ce qui est le plus important, donc c'est une très belle leçon que Nicolas Bérubé vient de dire. Quatrième leçon, la chute du marché demande à être applaudie. Et ça, en général, il faut toujours acheter quand c'est dans le rouge. Quand tout le monde a peur, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse, effectivement, c'est quand vous achetez au plus haut, bon, bah, tant mieux pour vous si ça continue de monter. Mais si vous achetez quand ça descend, par exemple, là, aujourd'hui, le marché est dans le rouge, bah, la plupart des investisseurs, bah, soit ils prennent leur profit, ou soit il y a des personnes qui vont se dire, bah, ok, pour moi, c'est les soldes. Quand tu achètes dans le rouge et que peut-être tu tombes dans un rendement négatif dans ton portefeuille, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter et pas attendre que ça revienne dans le vert, parce que justement, quand tu vas acheter plus bas, ton coût moyen sera moindre et tu vas gagner plus d'argent quand ça va remonter. Et évidemment, ça dépend dans quoi tu investis de manière générale, parce que si tu achètes des penny stocks, des choses qui sont pas rentables, des entreprises qui ne tiennent pas la route, je te conseille de faire tes devoirs, mais même dans un fonds indiciel, dans un ETF ou dans un FNB, bah là tu peux acheter au plus bas, entre guillemets. Si tu vois que le marché descend, bah, tu peux remettre un petit peu d'argent parce que ça va te faire descendre ton coût de revient et sur le long terme, tu seras gagnant. Cinquième leçon, les placements sûrs sont risqués. Donc le risque ne veut pas dire que ça va arriver, mais il faut faire attention. Par exemple, les certificats de placement garantis, c'est que vous mettez votre argent dans un compte comme ça, avec un contrat qui vous dit bah, vous obtiendrez 5 ou 6%, ça dépend du taux d'intérêt, garanti au bout d'1 an ou 2 ans, peu importe, ça dépend du contrat. Mais de manière générale, vu que l'inflation augmente, bah, vous serez susceptible de perdre votre pouvoir d'achat parce que la valeur de votre argent va diminuer avec le temps. Donc c'est sûr que c'est un petit peu risqué. Après, il faut voir les termes, il faut faire attention par rapport à ça. Donc je vous recommande de lire à ce sujet-là et de faire attention à ne pas placer votre argent n'importe comment si vous voulez des fonds garantis. Sixième leçon, et l'une des plus importantes, c'est que la gestion indicielle l'emporte sur la sélection des titres. Et en fait, il donne l'exemple de Warren Buffett qui dit d'éviter d'investir dans des fonds communs de placement à des frais de gestion élevés. Je vais vous donner un exemple après. Et plutôt d'investir dans la gestion indicielle, donc de manière autonome en achetant des fonds négociés en bourse où vous aurez des frais beaucoup moins onéreux, par exemple. Ça pourrait être entre 0,05 et 0,50 au lieu de frais de gestion des fonds communs de placement qui sont par exemple entre 2 et 3%, voire 4%, mais 4% ça reste quand même assez rare. Et l'exemple personnel, c'est que pour le régime épargne-études de notre enfant, la personne qui faisait affaire avec nous au début, quand on ne savait pas comment ça fonctionnait, elle nous prenait 2,43% de frais de gestion sur un fonds qui ne battait même pas le marché. Donc ça veut dire qu'on s'appauvrissait et en plus, normalement, en 18 ans, on donnait 100% de notre rendement en frais de gestion, donc c'est vraiment immense. Donc moi je vous recommande, quand vous avez une certaine littératie financière, de faire vos devoirs et d'acheter un fonds mondial ou quelque chose qui réplique un indice
qui va suivre le marché de manière générale, et c'est ce qu'il dit Warren Buffett. Donc le fait de ne pas payer des frais de gestion pour rien, surtout sur une année, parce que même si vous faites un mauvais rendement avec un fonds commun de placement, ben, vous allez payer des frais quand même, vous allez payer par exemple un 2% de frais de gestion, malgré que votre rendement soit négatif. Donc en fait, vous allez perdre encore plus. Donc faites attention à ça, ça c'est très bien ce qu'il dit Nicolas Bérubé par rapport à ça. Septième leçon, soyez moins préoccupé par essayer d'avoir raison et plus préoccupé par vos rendements. Donc ça ne sert à rien d'avoir une boule de cristal en se disant qu'en 2025, ça va être le boom de l'énergie, ça va être le boom de ci ou de ça, parce que vous allez plus impressionner vos amis, et finalement, le but, c'est de faire du rendement. Donc pour éviter de timer le marché ou les contextes géopolitiques, etc., concentrez-vous plutôt à investir de manière passive dans des fonds mondiaux et diversifiés, ce qui va faire que si l'intelligence artificielle fonctionne ou ne fonctionne pas, bah, ça va être pondéré par rapport à un autre secteur, ça peut être les télécommunications, ça peut être l'énergie, comme j'expliquais. Donc au lieu d'être intéressant à essayer de prédire Madame Irma, concentrez-vous plutôt sur l'investissement diversifié et n'essayez pas de jouer avec ça parce que ça peut être très risqué, parce qu'un retournement de situation, par exemple, on le voit très bien avec Elon Musk qui en un tweet peut faire descendre le marché, que ce soit de la crypto-monnaie ou de son action ou de la bourse de manière générale. Essayez d'être le plus diversifié possible pour éviter de vous planter. Huitième point, et avant de passer à celui-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Mettez un petit commentaire pour le référencement, un petit like, ça me fait vraiment plaisir. On est plus de 600 aujourd'hui sur cette chaîne et ça me fait plaisir de partager du contenu sur les finances personnelles et de mon parcours vers l'indépendance financière. Et donc le huitième point, c'est d'être diversifié dans vos placements. Donc au lieu d'investir sur un secteur donné, parce que par exemple le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines, ça va être vraiment très pondéré par rapport à l'intelligence artificielle et aux technologies, donc Amazon, Apple, Tesla, Nvidia et compagnie. Donc si vous êtes investi que dans le côté américain, si l'Amérique crache à un moment donné, bah, vous n'êtes pas assez diversifié, ça va faire assez mal. Donc comme il explique, c'est que c'est mieux d'acheter vraiment l'entièreté du monde de la bourse. Donc par exemple, ça peut être le Canada, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, les pays émergents, etc. Donc évitez d'être concentré que dans un secteur pour justement avoir un ratio de volatilité qui va fluctuer un peu moins dans le temps et qui va grandir sur le long terme. Le neuvième point, c'est que tout finit par passer, et ça c'est vrai, on l'a vu récemment avec la Covid, on l'a vu avec 2008, on l'a vu avec les années 2000, on l'a vu avec le choc pétrolier, les guerres, etc. C'est qu'il y a un moment où ça va faire mal, mais ça va finir par remonter parce que les entreprises vont continuer à créer de la valeur et donc les gens vont continuer à avoir confiance en achetant des produits, des services, etc. Donc peu importe si les marchés fluctuent vers le bas, bah en général, c'est mieux d'acheter encore une fois quand c'est bas, mais faites-vous confiance sur le long terme, la bourse va continuer de monter. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est sûr qu'il y aura des fluctuations, mais si vous avez un horizon de 20, 30, 40 ans, j'imagine que vous allez être tranquille, donc n'ayez pas peur des fluctuations. Et justement, quand il y a eu la Covid, moi, j'avais pas commencé à investir en bourse, mais c'est sûr que j'aurais eu peur en début 2020 quand tout a craché, mais là, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, bah, c'est sûr que j'aurai du cash de côté et je l'investirai quand vraiment ça tombe. Donc là, on n'a pas de prédiction, savoir si ça va continuer de tomber, mais au moins, je vais réduire mon coût moyen de mes ETF ou de mes actions en qui je crois. Donc n'hésitez pas à faire l'introspection sur vous et de vous dire que ça va finir par passer. Dixième point, ça a été une de mes erreurs, c'est rechercher des coups de circuit n'est pas une stratégie. Donc pensez pas que si vous avez fait un excellent rendement sur une année, que vous êtes un super gourou des finances personnelles et de l'investissement. Ça peut arriver qu'on se plante. Moi, j'ai fait l'erreur là en cette fin d'année. J'avais battu le marché et j'avais changé de stratégie pour convertir des dollars canadiens en américains pour acheter des actions parce que je pensais que les frais de gestion étaient plus élevés, etc. Je vous passe les détails, mais finalement, j'ai réinvesti au moment où c'était pas le bon temps. Et en plus, j'avais payé des frais de gestion, donc j'ai perdu quasiment 25 000 dollars de rendement en quelques jours. Parce que, bah là ça remontait depuis, mais parce que j'avais changé de stratégie, j'aurais dû rester tel quel, et pensez pas que investir dans des petites actions qui vont faire x10 très rapidement est une bonne stratégie pour vous enrichir sur le long terme. En général, les gens qui sont patients, qui investissent de manière
automatisés sur le long terme en mettant le même montant vont s'enrichir beaucoup plus lentement, mais sûrement, contrairement à des gens qui vont essayer de faire du x10, du x20 avec du capital parce qu'ils vont perdre, etc. Donc, essayez pas d'aller le plus vite possible, soyez patient dans vos rendements et croyez-moi, avec les intérêts composés, ça va forcément marcher. 11e leçon, la simplicité est meilleure que la complexité. Et ça englobe, en fait, j'ai l'impression de répéter les mêmes choses, mais si vous investissez dans un panier d'actions mondial, vous avez au moins entre, je sais pas, 1000 et 12 000 compagnies, je ne pourrais pas vous référencer lequel, mais moi, perso, j'en ai un dans mon compte, et bah là, c'est l'entièreté du marché. Donc au moins, s'il y a quelque chose qui crache, bah, ça va être un peu indolore par rapport au rendement, contrairement à si vous êtes focalisé dans un secteur, si un secteur ne fonctionne pas. Par exemple, disons que l'intelligence artificielle irait en déclin dans quelques années et que vous investissez au plus haut et que là, c'était une bulle, bref, spéculative ou non, bah imaginez les rendements que vous allez perdre, contrairement à si vous avez investi sur la totalité du marché, ça fera moins mal, c'est beaucoup plus simple et au moins vos émotions seront plus, je dirais, plus neutres, contrairement à vivre des émotions folles et de l'adrénaline et du stress par rapport à ça. 12e leçon, la performance de vos placements est moins importante que votre comportement vis-à-vis de vos placements. Et en fait, c'est ce qu'on disait juste avant, les bulles technologiques par exemple, je ne sais plus si c'était l'action de Microsoft pendant une dizaine d'années, bah, celui qui a investi au plus haut dans Microsoft, bah, il n'avait toujours pas récupéré son argent. Je vous laisse regarder les graphiques, je ne les ai pas avec moi, mais il faut avoir les nerfs solides. Par exemple, les gens qui disent bah, t'as de la chance, t'as Nvidia, t'as investi dedans il y a longtemps et maintenant t'es millionnaire, mais Nvidia était proche de la faillite. Nvidia avait baissé pendant un moment, c'était très bas. Les gens bah, qui avaient continué d'investir dans cette action-là, qui se sont dit j'y crois, bah, imaginez aujourd'hui les efforts payent et c'est surtout les émotions sur le long terme. Si vous croyez définitivement qu'une action est la bonne, bah, rien ne vous empêche de le faire et c'est sûr que ça peut arriver que certaines actions en fonction d'une bulle, bah, vous n'allez pas retrouver votre argent tout de suite. Et moi par exemple j'en ai fait les frais en 2021, j'avais investi dans une compagnie technologique au Canada et j'avais acheté en DCA et ça avait augmenté, je ne sais plus combien de pourcents que j'avais fait de profit, et du jour au lendemain, ils ont annoncé des mauvais résultats, j'ai fait une perte de 40% en une journée, et en plus, ça a continué de descendre, et je ne suis toujours pas dans le positif avec cette action, malgré que c'est une leçon que j'ai appris, que je vais ajouter, c'est de ne pas racheter le couteau qui tombe. Donc c'est sûr, quand on vous dit de faire du DCA, c'est quand même intéressant, mais essayez de faire ça dans des choses dont vous croyez, que vous avez étudié là-dessus, que vous vous dites ok c'est une bonne entreprise et j'y crois sur le long terme, des entreprises qui ont fait leurs preuves, qui ont un chiffre d'affaires croissant, etc. Et moi l'entreprise que je suis encore à moins 10% alors que ça fait depuis 2021 et j'étais passé de moins 40, moins 50, moins 60 et j'ai dû racheter en fait des actions pour me dire je vais réduire mon coût moyen, mais finalement ça n'a pas été le cas, je suis toujours dans le rouge, donc je préfère investir dans des choses où je sais que ma valeur va croître avec le temps. 13e leçon, et ça c'est quand même assez amusant, c'est que le marché n'est pas intéressé par vos réalisations. Et donc, même si vous avez un QI super élevé, que vous êtes président de telle affaire ou telle affaire, ça ne fait pas de vous un bon investisseur. Donc, comme dit Charlie Munger, c'est beaucoup de gens dotés d'un QI élevé sont des mauvais investisseurs parce qu'ils ont le mauvais tempérament, disait Charlie Munger. Il est plus important d'avoir un certain type de tempérament que d'être un prodige. Alors pour ce point, je vais continuer en audio parce que ma laveuse est partie au même moment et ça faisait énormément de bruit. Donc le son était inaudible et je préfère le faire en audio. Et pour me rattraper, je vais mettre un petit fond de vague avec une plage et du sable blanc. Juste pour vous envoûter, je vais prendre une voix un peu plus suave pour vous détendre sur ce sujet. Alors comme disait Charlie Munger, c'est que les personnes avec un mauvais tempérament, donc on va pas parler de QI directement parce que ça ne veut rien dire dans le sens où une personne qui a un grand QI, c'est pas forcément des gens qui sont hauts dans la société, il y a des personnes qui ont un QI normal et qui sont au plus haut des échelons comme dit Nicolas Bérubé, mais tout ce que je veux dire c'est qu'une personne qui est haute dans la société et qui investit, bah, il pourra avoir une confiance excessive.
à croire qu'ils ont peut-être toujours raison, donc ça pourrait prendre des décisions risquées par rapport à leur investissement et aussi un manque de diversification. Imaginez par exemple un directeur dans une compagnie par rapport à un secteur donné, donc que ce soit l'intelligence artificielle, l'énergie ou peu importe, ces personnes-là vont peut-être avoir un biais en se disant je pense que ça va bien marcher et ça pourrait en cas de crise aggraver des pertes par exemple. Ou encore la conformité et l'éthique, quand on est haut placé, il faut respecter des règles strictes, par exemple ça peut être des lois sur le délit d'initié ou ça pourrait entraîner par exemple une inflexibilité dans certains investissements. Donc tout ça mis bout à bout, si vous êtes haut dans la société, ça ne veut pas dire que vous allez plus réussir. Avant de clôturer ce point sur les réalisations et les hautes sphères de la société, j'aimerais revenir sur les femmes et les hommes, donc leurs différences dans leurs investissements, parce que je trouve ça super intéressant. Il s'avère, en fait, il y a une étude, je pourrais pas vous la donner, mais qui disait que les femmes ont un meilleur rendement que les hommes en bourse quand elles investissent, parce que les femmes sont plus pragmatiques et les hommes ont tendance à chercher l'adrénaline et ne pas être patients par rapport à ça. Donc en fait, les femmes en général ont un meilleur portefeuille que les hommes et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'expérience avec ma blonde, savoir si elle m'avait battu. Elle m'avait pas battu parce qu'elle avait des actions qui n'étaient pas bonnes à l'instant T, mais je suis persuadé qu'en 2025, si elle avait continué, là elle va continuer d'investir dans des fonds négociés en bourse et moi si j'avais ce mindset-là cette année-là, je suis persuadé qu'elle m'aurait battu sur le long terme parce qu'elle ne fait pas beaucoup de transactions, elle investit passivement, à chaque fois qu'elle reçoit sa paye, elle se paye en premier, et donc c'est à partir de là qu'elle a réussi à avoir des très bons rendements juste en ETF automatisé, et c'est le principal. Et donc ça revient à la 14e leçon, ne rien faire est presque toujours la bonne réponse. Vos placements sont comme un savon, ils rapetissent à chaque fois que vous y touchez. Une fois que vous avez adopté un portefeuille diversifié à faible coût, le mieux est de ne rien faire. Et donc c'est exactement ce que je vous expliquais précédemment, c'est que plus vous allez automatiser et faire une transaction, par exemple aux 2 semaines, juste pour acheter un fonds mondial par exemple, et que vous laissez ça sur le long terme, par exemple si vous avez une bonne journée, une mauvaise journée, vous achetez de manière périodique, vous faites un DCA, un Dollar Cost Averaging, donc ce qui est le mieux, ça va lisser votre coût de revient plutôt que de faire des transactions en pensant que le marché va être bas, etc. Et il y a une étude de Fidelity qui disait que les rendements les plus improbables et les plus hauts sont les personnes qui sont décédées ou des personnes qui ont oublié qu'ils avaient un portefeuille ou oublié leur mot de passe parce qu'ils n'ont pas fait de transactions à l'intérieur. Et donc ça, c'est un véritable conseil. Donc évitez de faire des transactions en pensant que vous allez faire mieux peut-être le mois d'après parce que ça va baisser, parce que ça va monter, peu importe. Restez constant et restez patient, automatisez, n'y touchez pas, regardez pas, laissez ça sur le long terme. Et donc le dernier point, la dernière leçon, c'est un exemple typique, c'est investir peut être payant. Donc apprendre à investir, c'est apprendre à gagner de l'argent en dormant, un prérequis si vous espérez un jour atteindre l'indépendance financière et prendre votre retraite. La somme de 10 000 $ investis dans l'indice des actions mondiales MSCI Monde il y a 15 ans vaut plus de 45 000 $ aujourd'hui pour un rendement composé annualisé de 10,9%. Et donc investir comporte des risques bien évidemment, mais ne pas investir comporte des risques bien plus grands parce que l'inflation va bouffer votre argent, parce que vos rendements ne seront pas assez hauts. Si vous mettez ça dans un livret A, dans un compte épargne qui rapporte rien du tout, contrairement à l'investir sur le long terme, donc avec un rendement composé de 10,9%, imaginez que là vous avez mis 10 000 $ d'un coup, vous avez 45 000 $ aujourd'hui, mais admettons si vous mettez ce 10 000 $ là pour commencer, ou peu importe 1000 $, mais que vous mettez par exemple 100 ou 200 $ aux 2 semaines ou par mois ou en euros, imaginez avec les rendements composés, donc faire des intérêts sur des intérêts, vous vous approcherez plus rapidement de votre indépendance financière ou de votre retraite, plutôt que d'épargner votre argent, de mettre juste 100 $ ou même 1000 $ de côté par mois, ça ne changera rien. Vous serez plus gagnant à investir sur le long terme plutôt que de l'épargner. Donc ça fait le tour de cette vidéo. Merci Nicolas Bérubé d'avoir écrit cet article. Il faut beaucoup plus d'articles comme ça pour faire prendre conscience aux personnes de leur littératie financière et d'apprendre des choses sur le sujet de l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est une source de stress, ça peut être des sources de conflits dans les couples, etc. Et ça peut vous ruiner votre vie physiquement et mentalement si vous ne savez pas gérer votre argent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait plaisir, et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.